Cap Corse, un promontoire rocheux qui s'avance dans la mer sur près de 40 km de long, pour seulement 5 de large, formant comme une presqu'île à la pointe nord de la Corse. C'est une arête rocailleuse, s'enfonçant dans les flots comme la proue d'un navire, battue par les embruns et le vent. C'est un territoire avant tout marin, qui dissimule dans de minces anfractuosités de petites marines insolites, à l'image de ce port de Centuri, plusieurs fois millénaire. Le lieu est magique, admirablement protégé des vagues du large par une digue naturelle, ainsi qu'un ensemble de rochers émergés qui agissent comme des brise-lames. L'histoire du Cap Corse s'oppose à celle du reste de l'île, car ce territoire de rocailles et de falaises doit sa richesse à la mer. Ici, depuis l'aube des temps, les hommes rêvent en tournant le dos à la montagne et en regardant, au loin, l'horizon. Ici, les hommes rêvent d'aventures, de voyages périlleux, de conquêtes au-delà des mers, d'exotisme. C'est d'ailleurs sur un de ces rochers émergés, au large de Centuri, que l'on retrouve Paul et Karine comme des Robinson Crusoe sur leur île déserte. Que peuvent-ils donc bien faire dans ce lieu étrange? Mystère. Mon cher Paul, je me le demande, quelle idée saugrenue a bien pu traverser ton esprit inventif? Que vas-tu encore inventer là? Dans quelle aventure fantaisiste entraînes-tu notre chère Karine? Voilà. Ça, c'est pas mal. Et là, je reconnais le Cap Corse à ses origines. Du minéral, de l'eau et une cabane de bois. Tu as raison. Et là, il manquerait quand même une tour, tu vois, sur l'îlot rocheux. Une belle grosse tour défensive pour prévenir des attaques. Il n'y en avait pas besoin à l'époque. Tu sais, la vie à Centurinum était prospère et paisible. L'Empire romain régnait en maître sur la Méditerranée, et là, il y avait plein de richesses. Ce n'est que plus tard, à la suite de la chute de l'Empire romain d'Occident, il va y avoir des razzias avec des pirates et des barbaresques, et là, les populations qui vivent sur le littoral et dans les marines vont devoir quitter le littoral pour aller sur les montagnes escarpées du Cap Corse, pour fonder ainsi les premiers villages au Moyen-Âge et édifier les premières tours de défense. Oui, c'est vrai. Les Cap-Corsins ont dû apprendre à vivre sur ces montagnes très étroites, rocheuses et dures. Les habitants, en fait, ont mené une lutte sans merci contre cette terre aride et puis contre ce vent. C'est vrai qu'ici, ça souffre beaucoup, hein. Les Gaïgabelli, hein. Puis la mer, il faudrait quand même pas oublier qu'elle a toujours été une source de vie. Ouais. Déjà pour la pêche, mais aussi pour les migrations. Parce qu'il y a beaucoup de Cap-Corsins qui sont partis et qui se sont bâtis de véritables fortunes outre-mer. Eh oui, de nombreux Cap-Corsins ont quitté la Corse pour aller aux Amériques. Et là, ils ont rencontré beaucoup d'Américains. Très drôle. Tiens, d'ailleurs, on ne dit pas d'un Cap-Corsin qu'il part, on dit qu'il s'absente. Oh. Ouais. Mais bon, là, on est bien loin d'une maison des Américains. Hein. Que cela ne tienne. Ben, tu vois, de ma cahute de bois, eh ben, je vais en faire un radeau. Je partirai aux Amériques. Et là, j'amasserai des richesses, je ferai fortune. Je reviens ici, dans le Cap Corse, et je te construis un palace. Ça, c'est une bonne idée. Du bois, j'en fais un palace. Rien que pour toi. Bah, dis donc. Ça. Tu veux pas me donner un coup de main, non? À faire quoi, le radeau ou le palais? Ouais, tiens. On est loin du compte, hein. L'histoire ne s'est pas faite en un jour, mon cher Paul.
Et il va te falloir affronter bien des épreuves avant de transformer ce tas de bois flotté en un palace digne des fameuses maisons des Américains. Car si le Cap Corse a été une terre de grande prospérité, de parcours fabuleux et d'incroyables destinées, ce territoire le doit surtout à la persévérance et au travail acharné de dizaines de générations villageoises qui ont réussi à transformer une montagne escarpée en un jardin d'abondance. Et à regarder ces collines abruptes qui plongent dans la mer, on se rend bien compte de toute l'ingratitude de la tâche. Oh oui, les amis, rien ne destinait ce territoire pentu et rocailleux à devenir une terre d'excellence. Le véritable poumon économique de l'île au temps des Génois, la seule province de Corse à exporter des produits agricoles et à faire rentrer dans l'île de la monnaie trébuchante. Si toute la Corse avait été à l'image de ce Cap Corse, nul doute, mes amis, que l'île aurait été le royaume le plus prospère de toute la Méditerranée. Alors comment les Cap-Corsins ont-ils réussi cet incroyable pari ? En sachant s'adapter à la pauvreté des sols, tout simplement. Et oui, ils ont choisi une des cultures les plus adaptées à la nature rocailleuse du terrain, la vigne. Une culture à forte valeur ajoutée qui plus est. C'est difficile, bien sûr, d'autant que bien des régions françaises ou italiennes avaient fait le pari de la vigne à cette époque. Mais, à force de labeur, le vin du Cap Corse gagna ses lettres de noblesse, s'imposant comme un produit d'exception, supérieur à la plupart des productions continentales. Surtout, les Cap-Corsins étaient d'excellents navigateurs. Ils surent alors véhiculer leur nectar jusque dans les principaux ports d'Italie, mettant en place des circuits de distribution rapides et efficaces. À la fois producteurs et transporteurs, les Cap-Corsins imposèrent leurs produits jusque sur les meilleures tables d'Italie. Aujourd'hui encore, le vin du Cap-Corse est un produit d'exception, rare et recherché. Rare parce que les coteaux sont de taille humaine, accrochés à flanc de colline. Recherché parce que le soleil, le vent et la rocaille produisent ici quelque chose d'unique et de merveilleux. Et ce n'est certainement pas Paul ou Karine qui vous diront le contraire. Eux qui ont décidé de mettre la main à la pâte en cette belle journée ensoleillée. Je vais te dire, cette année, je crois que ça va être une année exceptionnelle. Mais elles sont toutes exceptionnelles ici, les années. Oh. Tu te rends compte, il y a le soleil pratiquement tout le temps. Il n'y a pas de gel. Enfin, le Cap Corse, c'est vraiment l'endroit rêvé pour la vigne. Eh oui, le Cap Corse, une terre très fertile et très riche. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. C'est vrai que le Cap Corse, c'était la seule région qui faisait entrer des monnaies trébuchantes. Parce qu'ailleurs, on pratiquait surtout le troc et il n'y avait pas vraiment d'économie. Alors qu'ici, il y avait plein de petites productions agricoles. Et surtout, il y avait plein de petits ports qui permettaient l'export et l'import de marchandises. Et ça, c'est la richesse du Cap Corse. Et oui. Et surtout qu'ils sont magnifiques, ces grappes. Dire qu'il était apprécié jusque sur les tables du pape. Et encore, dans tous les grands royaumes, passant par Gênes jusqu'au royaume de Naples, et aussi passant par Florence et par Rome. Magnifique. Et ici, on est dans une belle parcelle de raisins rouges. Et c'est ici, à partir de certains cépages, que l'on va faire le rap, ou le fameux rap du Cap Corse. Alors le rap, il est en fait composé d'un assemblage de cépages, dont le muscat noir, l'Aleatigo et le Nieluccio. Et là, on a une belle grappe d'Aleatigo, tu vois, des grains assez gros, et assez espacé avec un feuillage foncé, vert foncé, à l'inverse du Nieluccio. Regarde. Milo, qui est un cépage plus dense, Niello, qui est une ancienne parole toscane, qui veut dire très sombre, et tu as les petits grains très serrés. Ce qui est très important aussi, c'est la période de la récolte quand même. Parce qu'à partir du moment où on plante le raisin, il va sortir vert, et ensuite on va le suivre, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce qu'il commence à prendre une couleur un peu brunâtre. Il va devenir de plus en plus noir. Et après, on
on va pouvoir commencer à le goûter. Et lorsqu'il commence à devenir très sucré, ben, c'est le moment de ramasser. Mmh. Là, il est parfait. Ouais. Mmh. Ça macère là, c'est bien. Enfin, n'en mange pas trop, il faudrait quand même en avoir assez pour faire le rap. C'est vrai. Comme ça pèse. Je t'avais dit de ne pas remplir ton seau. Après, tu vas avoir mal au dos. Moi, je blague pas, je remplis, justement. Ouais. Oh ah. La technique ancestrale du passerellage, mon Polo. Ouais, sur les têtes, c'est bien chaud là. Il faut bien l'étaler. Voilà. Faut bien les mettre tout au soleil sur les lauses. Qu'elles prennent toute la chaleur. Hein. Ah. Impeccable. Ensuite, grâce au soleil, tu as toute l'eau qui est contenue dans les grains qui va s'évaporer. Ouais. Là, tu as la teneur en sucre qui va devenir très très importante. Et tu as l'alcool qui va augmenter grâce à cette fermentation. Ça va donner des râpes assez alcoolisés et sucrés en même temps. Ouais. Alors on dit que c'est un procédé qui est tout à fait naturel parce qu'au bout d'un moment, eh bien, c'est cet alcool tout seul qui va stopper la fermentation. Ouais. Donc il n'y a quasiment pas d'intervention de l'homme. Hein. Et la fermentation, n'oublions pas très cher, qu'elle va libérer aussi de l'énergie. Étalé sur les têtes comme à l'époque. Ouais. Ben, tu vois, j'ai une idée qui me traverse l'esprit, c'est que je pourrais faire de même. Quoi? Tu veux te dessécher comme un raisin? Ouais. Desséché comme un raisin par l'action du soleil. Peut-être que je vais perdre un petit peu de pente. Ou alors finir enivré au milieu des grappes de Nieluccio et d'Aleatico. Si on ne connaissait pas ta galanterie légendaire, mon cher Paul, on pourrait croire que tu te prélasses au soleil en laissant la pauvre Karine seule au travail. Mais cela n'est qu'une posture, bien sûr. N'est-ce pas? De toute façon, quoi que tu en dises, seule Karine s'y connaît réellement en œnologie. Il a vraiment une belle couleur. Une belle robe. Rouge foncé, presque brune. Et il est coureux. Pourquoi tu en veux encore? Ça va, je crois que j'en ai assez là. Eh bien, moi, je vais faire un test. Il est beaucoup plus clair celui-là. Oui, il paraît. Et oui, là je teste parce que le rap, on le met dans la barrique, dans le tonneau, pendant quelques années, entre 8 et 10 ans. Il va y avoir une sorte de vinification, même si ce n'est pas du vin, c'est du rap. Et là, il va s'imprégner en fait du bois, des fûts en chêne. Bien entendu, regarde, il est plus clair que le tien, parce que celui-ci, il lui manque peut-être 2 ou 3 ans avant d'être très bon. Et l'alcool, celui-là, il est à peu près à 16 degrés, 17. Ouh, ça se sent qu'il est plus jeune. Le tien, autant il est de quelques années, il a 50 ans. Il a même les dépôts, regarde. 50 ans. Non, je rigole. Tu sais que le rap, il a été fabriqué autrefois par les moines. Ce sont les premiers qui ont confectionné le rap, et ensuite les vignerons du Cap Corse l'ont produit de génération en génération. Voilà. Doucement, c'est pas du vin. Hein. Bien sûr, c'est du rap. On devrait prendre quelques bouteilles. Il y a bien mieux. Le tonneau. Parce que cette cave renferme de nombreux trésors. Eh oui. On va tous les goûter. Alors, lui. Oh, les effluves.
Ah, surprise, muscade. Ah, carezza. Délicieux. Mon bébé. Ah là là. Bref, dans le Cap Corse, on cultivait donc jadis la vigne pour produire un merveilleux nectar, le sang du Christ. On était alors très croyants, on respectait Dieu, son Fils Jésus-Christ, ses disciples et ses saints. On travaillait dur aussi, et on n'oubliait pas d'honorer le divin, en consacrant un peu de richesse à la construction d'églises et de monastères somptueux. Le couvent de l'Annunziata fut l'un des premiers monastères édifiés dans le Cap Corse, dès la fin du XVe siècle, grâce aux contributions des villageois de Morsiglia et de Centuri. À l'époque, il abritait une communauté de servitesses de Marie, des moines venus de Florence pour enseigner la parole des évangiles sur ces terres éloignées des grands centres urbains. Au-dessus des villages, sur les crêtes, les habitants construisirent des moulins afin de tirer profit d'une autre particularité du Cap Corse, le vent. L'idée était astucieuse. Les marins qui exportaient le vin vers les côtes italiennes revenaient les cales pleines de blé. Du blé entier bien meilleur marché que le blé déjà moulu. Les villageois du Cap le transformaient alors en farine avant de le revendre à prix d'or aux habitants de Bastia et des autres villes de Corse. Une idée astucieuse et très rentable. Ainsi, toutes ces communautés du Cap Corse vivaient dans une économie solidaire où les uns produisaient pour les autres et où tous se trouvaient leur place. Le marin, le viticulteur, le berger. C'était en réalité la seule manière de tirer avantage de ces massifs escarpés et sauvages, qui font surtout le bonheur des chèvres. Des chèvres et des amoureux de la nature. Car ce Cap Corse conserve, malgré les siècles, une douce harmonie. Oui, il règne dans ces montagnes une étonnante atmosphère de bien-être que ces petits villages immuables, accrochés au flanc des collines, soulignent de leurs lignes majestueuses. Ils expriment à eux seuls toute la solidarité de cette société capcorcine, toute cette force tranquille qui unit les hommes dans une destinée commune, autour des valeurs sacrées que sont l'Église, la famille, la fraternité villageoise. Oui, les amis, malgré l'âpreté de cette terre difficile, il règne en ces lieux une incroyable force, comme une inébranlable communion, acquise à coups d'entraide et de devoir. Il règne en ces lieux un charme indescriptible qui de tout temps a séduit bien des hommes qui ont un jour croisé cette terre, aux traits très authentiques, et l'ont à jamais épousée. Comme c'est paisible. Ouais, le repos pour l'éternité. Oh, la quiétude totale. Eh ouais, on se sent bien ici, dans cette partie du Cap Corse. Hein. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. Et tu sais que le village de Pine est connu dans toute la France. Ah oui? En rapport à Gustave Eiffel, parce que Gustave était apprécié des villageois de Pine. Mais pourquoi ça? Parce que tout simplement, il avait marié sa fille Valentine à un piccione de Pine. Et les picciones étaient une famille renommée. Il est magnifique ce tombeau. Mais tu ne m'écoutes pas. Oui, je t'écoute. Revenons aux picciones. Une des familles les plus importantes de Corse. Les picciones, on les retrouve à Marseille, on les retrouve à Île-Rousse et à Bastia. D'ailleurs, Bastia a connu comme maire Antoine Piccioni, qui était le papa de Camille Piccioni. Camille Piccioni a été secrétaire en chef d'ambassade auprès du ministère des Affaires étrangères. Quel personnage, dis donc. Oui, pendant 5 ans, de 1901 à la fin de 1905. Et bien entendu, c'était un grand diplomate. Et Camille a épousé Valentine. Qui repose ici dans sa dernière demeure. C'est vraiment un des tombeaux les plus monumentaux de tout le Cap Corse. Ouais. Regarde, ça a 3 bâtiments principaux. Le central de forme
hexagonal avec 2 pentagones de chaque côté qui sont reliés par des sortes de petites coursives. C'est vraiment fantastique. Hein. Ouais. Et puis la position, regarde. Vue sur la mer, on domine l'église de Pine et on est juste en contrebas du château Piccioni, la maison fortifiée. Là où se déroulait toute la vie des Piccioni depuis le XVe siècle. C'est ça. Alors t'imagines le jour du mariage, hein, à Pine, où il y avait bien entendu du monde. Et là, les habitants du village ont construit une tour Eiffel en bois. C'est mignon. Et oui, en l'honneur des Eiffel. Et sous cette tour de bois, il y avait l'orchestre, le thé dansant pour le mariage. Ça devait être joli. Ouais. Et oui, mais et tout ça, ça se perd, hein, ces magnifiques tombeaux. C'est vrai que ça se fait plus trop. Hein. Mais moi, si je devais me choisir un lieu de sépulture, je choisirais un promontoire face à la mer, hein, bien sûr. Et comme tombeau, je me ferais construire un tombeau à l'Ouzou Toutankhamon. Toutankhamon. Une sorte de pyramide au bout du cap. Et qui on est, hein? Ce serait original. Exotique. Toutankhamon. Ah, la tradition des tombeaux monumentaux. C'est une tradition très présente dans la Corse des 19e et 20e siècles et qui témoigne de toute la vigueur de la foi dans le repos éternel, la puissance du lien entre les vivants et les morts dans la société insulaire. Cela témoigne aussi de l'importance pour ces grandes familles patriciennes d'ancrer leur statut dans le territoire au fil des générations, selon une coutume qui rappelle, sans conteste, les pratiques des grandes lignées florentines ou romaines. La maison des morts se veut le reflet de celle des vivants. Force est de constater que ces majestueuses sépultures font partie de l'héritage culturel du Cap Corse, au même titre que les palazzi, ces demeures fastueuses que l'on nomme localement les « maisons des Américains ». Toutes racontent une histoire similaire. Celle d'une lignée prestigieuse qui s'est enrichie lors d'expéditions lointaines aux Amériques ou ailleurs, mais qui n'a jamais oublié sa terre d'origine, faisant profiter la famille, restée au pays, de cette richesse exotique. Le château des Piccioni fait partie de ces constructions légendaires qui jalonnent les villages du Cap Corse. Il appartient toutefois à la première génération des palaces capcorsins, datant du XVIIe siècle. Et son architecture reprend le modèle ancien de la maison forte, avec cette imposante tour carrée qui fait face à la mer. Cela lui donne assurément des allures de château écossais, dira Miss Campbell en 1870, lorsqu'elle séjourna ici même, invitée par Antoine Piccioni, maire de Bastia et père de Camille Eiffel. La maison forte n'est pas une spécificité du Cap Corse, même si tous les villages du Cap en possèdent au moins une, souvent plusieurs. C'est un modèle de fortification qui date de la fin du Moyen-Âge et qui prévalait alors dans toutes les cités italiennes. Il s'est imposé ici face aux menaces des razzias barbaresques. Parfois, on les confond avec les tours rondes du littoral. Elles n'ont pourtant rien à voir. Les tours littorales sont des vigies qui surveillaient la mer pour prévenir les populations du passage de flottes ennemies. Celle de Pino est tristement célèbre car le village fut victime d'un jeune Corse, Mammy Corso, enlevé adolescent par les pirates et revenu plus tard piller ses terres natales, à la tête d'une flotte barbaresque. On raconte qu'il aurait été pris de remords et aurait épargné son village pour se rabattre sur Centuri, le port voisin. C'est peut-être une légende, mais elle me plaît, car elle cadre bien avec cet esprit solidaire qui a toujours dominé ici. Sur ce promontoire rocheux battu par les vents, cette terre aride que l'ingéniosité des hommes a su transformer en un jardin d'abondance. Je crois, les amis, que le moulin Mattei, dans son extravagance, exprime bien toute la flamme de ces Capcorsins. Lui qui fut un moulin à vent, racheté par un enfant du pays, industriel audacieux,
et transformés en objets publicitaires, comme un éclatant symbole de réussite. Si le Cap Corse s'oppose au reste de l'île par sa géographie tourmentée, son milieu essentiellement marin, avec ce corps bordé de falaises qui s'avance dans la mer comme un navire, il se différencie aussi du reste par la nature de son sol. Un socle de schiste lustré et non de granit, comme c'est le cas ailleurs en Corse. Ces roches bleutées à la fois tendres et compactes ne sont pas qu'une simple originalité. Elles sont à l'origine même de l'architecture de ces villages du Cap Corse, avec leurs toits en lauze et leurs murs plus aériens, souvent enduits de chaux, qui donnent aux ensembles une esthétique très particulière, plus élancée que les lourdes structures de granit, avec parfois quelques influences plus orientales. Car ici, tout évoque rapidement le voyage au-delà des mers. Le somptueux campanile de l'église de Canary n'échappe pas à la règle. Lui qui fut bâti au XVIIe siècle pour porter les cloches de l'église Santa Maria Assunta, mais aussi pour servir de repère aux marins qui affrontaient la haute mer. Édifié sur un belvédère incomparable, à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, il se dresse comme un phare dont l'éclatante blancheur illumine l'horizon. Il sert aussi de vigie, scrutant la mer le long des côtes corses jusqu'à Calvi et bien au-delà, puisqu'il est possible par temps clair d'apercevoir les Alpes. Les grandes demeures patriciennes qui subliment ces villages capcorsains tirent aussi avantage de l'emploi de ce schiste tendre qui se travaille et se sculpte aisément. Elles aussi évoquent le voyage, en réunissant des influences diverses, mêlant astucieusement l'austérité des tours d'angle et la finesse des arabesques orientales. Quelle élégance! Cette tradition orientale n'est pas une invention récente. Non, on la retrouve déjà à l'époque romane, au temps des premières églises insulaires, dans toute une série de détails et de sculptures d'influence byzantine. Là, point de chaux, c'est la pierre brute qui s'exprime dans un jeu de couleurs et de formes subtilement agencées. En Europe, l'art roman prend ses sources dans l'Antiquité tardive et s'inspire des œuvres carolingiennes et ottoniennes. Il se diffuse du nord au sud, en Italie à partir de la Lombardie et s'impose progressivement sur tout le continent. C'est un art religieux qui exprime à travers ses représentations architecturales le renouveau de l'Église chrétienne de Rome. En Corse, cet art n'apparaît qu'à la fin du XIIe siècle, lorsque le pape confie à l'évêque de Pise la mission de réorganiser l'Église sur ses terres insulaires, tombées depuis des siècles sous le joug des Maures. La construction des églises fait suite à une reconquête militaire. Elle signe la mainmise de Pise sur ces terres de Corse. Une emprise idéologique, mais aussi politique. Car la République de Pise affirme son autorité en distribuant des terres à des seigneurs qui lui font allégeance. Progressivement, toutes les micro-régions de l'île se voient dotées de monuments qui structurent la vie villageoise. Car les églises ne sont pas que des lieux de culte, ce sont des lieux de pouvoir où le curé s'adresse aux populations et le seigneur rend justice.
Elle est vraiment incroyable, cette église. Ouais, je le conçois. Et cette église de Santa Maria Assunta a été construite au XIIe siècle et achevée en 1124. Et oui, elle a été réalisée dans le pur style romano-pisan. Bien entendu, elle a été remaniée au fil des siècles. Hein. Ici, à Canary, c'était le lieu de culte le plus important de cette partie du Cap Corse. Et cette église a été lieu de culte pendant 800 ans sans interruption. En tous les cas, la nef est vraiment sublime. Oui. Tout en schiste. Le toit de lauze. Elle est superbe. Ouais. Regarde toutes les arcatures. Tous ces visages, on dirait qu'ils nous observent. Ouais, ils sont magnifiques. Ils ont été sculptés il y a très longtemps hein, par les bâtisseurs et les sculpteurs, hein, qu'on retrouve un petit peu dans quasiment tous les édifices de l'art pisano-roman, notamment à Aregne et aussi à Murado. Et oui. Tiens, regarde, il y a même une sculpture. Un homme et une femme. Tous les deux. Sauf que là, c'est Adam et Ève. Ouais. Et le disque qu'on voit au milieu, eh bien, ça représente le péché originel. Eh oui. Bon, belle sculpture, mais c'est assez primitif. Hein. Mérimée aurait adoré. Alors lui, qui ne jurait que par l'art naïf, là, pour le coup, il aurait été servi. Ouais, mais en tout cas, ces sculptures sont quand même remarquables. Hein. Il y a plein de visages avec des traits particuliers. Là-bas, à droite, tu as comme un hibou qui nous observe. Un hibou. Ouais, des formes assez particulières de visage. Et regarde là, on dirait un chat. Ouais, et on dirait plutôt un chapeau, un personnage important de la communauté, probablement. Peut-être une couronne. Moi, j'aime bien celui-ci, le personnage avec un menton assez carré, tu vois, l'air triste. Enfin, on va dire peut-être sérieux, hein. Peut-être le seigneur local. Et il a l'apparence du Christ aussi. Par contre, l'autre, au bout des arcatures, lui, il est tout à fait à l'opposé. Hein. Il n'est pas du tout sérieux. Il a un regard un peu fourbe, avec un visage longiforme et de grandes oreilles, hein, forcément à l'écoute. Hein. Bah, c'est peut-être le donateur, non? Ah, qui sait? Tu avais remarqué cette pierre gravée, là? Ouais, il est gravé dans cette pierre, en latin, hein. Hoc opus fieri frater Jacobus Romanus, predicator proptere miraculum, quem fecit nascere super lapidem triticum. Triticum, c'est le blé. Tu lis bien le latin, dis. Mais non, hein. En fait, il s'agit tout simplement de Jacques de Rome, qui était un des frères prêcheurs. Bien, il aurait commandité cette pierre en l'honneur d'un miracle qu'il aurait lui-même accompli. Il a fait pousser du blé sur une pierre. Diravo te Oedipo, hein. Jacobus Romanus. Et en 1455. Le type est très fort, hein. Qu'est-ce que c'est ça à côté, le trou? Le trou là, c'est une boîte aux lettres. Non, ça, c'est un bénitier. Il n'est pas un peu haut? Ben, il est haut tout simplement parce qu'il a été incrusté dans cette église de Santa Maria Assunta il y a quelques siècles. En fait, il a été mis ici en l'honneur d'un des seigneurs de Canary, qui avait pour habitude de passer par ici, à cheval. Et là, pour ne pas descendre de cheval, monsieur, il trempait la main et il se bénissait. C'était malin. Et oui, et ensuite, il se bénissait pour repartir vers de nouvelles aventures, probablement guerroyer quelque part en Corse. Sur son grand cheval. Ces églises de Corse sont comme des livres à ciel ouvert, où chaque sculpture représente un personnage de la communauté ou un événement. Comme vous l'avez dit, les amis, il y a parmi ces visages quelques donateurs qui ont financé l'édifice, quelques seigneurs aussi, qui aimaient rendre justice sous le regard de Dieu, couper les mains des voleurs ou châtier quelques mécréants selon des coutumes bien médiévales. Il a dû s'en passer des choses à l'aplomb de ces vieilles pierres. Des choses gaies et d'autres, parfois horribles. Car quoi qu'on en dise, dans ces temps moyenâgeux, les rites étaient assez barbares et les seigneurs régnaient d'une main de fer sur leur terre. Et puis, il y avait les pirates et autres barbaresques qui menaçaient les rivages et terrorisaient les populations jusqu'au cœur des chaumières.
Je vous le dis, ces temps-là n'étaient guère de tout repos. Enfin, rassurez-vous, les villageois savaient tout autant cultiver le bonheur. Oui, les amis, il y a plein de petits secrets cachés dans ces montagnes, à l'abri des regards. Je veux parler bien sûr de ces petits vergers et de ces jardins aux produits exquis, qui sont comme des oasis de fraîcheur dans l'aridité minérale, de petits paniers de friandises dissimulés au cœur d'une végétation épineuse. Quel bonheur, n'est-ce pas ? Rendez-vous compte un instant de tout ce travail, de tous ces efforts pour installer ces petits lopins de terre, terrasse après terrasse, à flanc de colline. C'est juste incroyable. Quelle ténacité! Mais dites-vous bien, qu'en ces temps reculés, les populations n'avaient guère le choix. Il fallait alors cultiver pour se nourrir, dans un système de vie assez autarcique. C'était peut-être pénible, mais la nature savait récompenser l'effort. Quel beau petit jardin. Ah oui, Regarde comme tout est bien organisé. ça oui, il est magnifique. Hein. Tu as des lentilles partout, avec des traits. Tu peux même cueillir les tomates au-dessus de ta tête. Regarde ça. Elles sont magnifiques. Ça, c'est la tomate corse. Ouais. Une variété ancestrale qu'on cultive ici depuis toujours. C'est certainement pas celle qu'on retrouve dans les supermarchés. Hein. Ah non, Là, au niveau du goût, on est dans une catégorie bien supérieure. et rien qu'à l'odeur. Hein. Là, tu comprends tout. Elles sont belles, hein. Regarde la forme. Un austral. Mais tu sais qu'au XVe siècle, en Corse, il n'y avait pas de tomates. Parce que la tomate, originellement, elle vient des Andes. Et ce sont les Incas qui l'appelaient la tomalte. Et ensuite, c'est notre bon vieux Cristobal de Colombe qui l'a découvert lors de ses périples dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Et là, eh bien, il l'a emmené en Espagne et aussi dans le royaume de Naples. Et là, à partir de cet instant, elle s'est développée progressivement en Méditerranée, dans le nord de l'Europe. Mais au tout début, elle n'était pas très aimée parce qu'on disait que la tomate était vénéneuse. Ah, carrément. Eh oui, parce qu'elle était acide et on l'aimait pas trop. Bien entendu, elle n'était pas comme on la trouve aujourd'hui. Elle était toute petite, on pouvait la comparer à une tomate cerise. Et elle était jaune, et c'est pour ça qu'on l'a appelée il pomodoro. La pomme d'or, la pomme soleil ou la pomme d'amour. Et par la suite, eh bien, en France, elle est arrivée par les Provençaux, puisqu'elle était aimée en Provence. Et ce sont les Provençaux qui l'ont emmenée à la capitale, à Paris, lors de la fête nationale du 14 juillet 1790. Alors à partir de là, eh bien, elle s'est répandue. Et ils ont même créé un restaurant qu'ils ont appelé les Trois Frères Provençaux. J'aurais dit les 3 tomates, tiens. Ouais, pourquoi pas. Et puis, à partir de cet instant, ils l'ont mis à la carte du restaurant. Et là, les consommateurs ont adoré, si bien que les maraîchers de la région parisienne l'ont produite avec grand succès, ma chère. Et moi, ça me rappelle, lorsque j'étais petite, on allait dans le jardin avec mon grand-père pour goûter les tomates. Et là, on s'asseyait à l'ombre tous les deux. Il prenait les tomates et il les coupait dans le sens de l'épaisseur. Et on les mangeait comme ça, sans sel nature, on croquait dedans. Et ça dégoulinait. C'est bon. Et moi aussi, j'ai vécu ces moments-là. Regarde celle-là. Tadam! Ouh, t'as monté à faire des l'engin. Elle est En énorme, plus, elle est molle. Ça, oui, pour faire la bonne sauce. Elle peut encore se manger. Hein. Ça Et sent tu bon. vois, ça, c'est la vraie tomate. Elle est comme ça, toute boursouflée. Et puis, elle doit peser 650 grammes, voire 700. Il y a de quoi manger. Et comme ça, tu n'en trouves pas hein, dans les petits commerces. Encore moins dans les grands. On trouve que des hybrides aujourd'hui, tu vois, avec des tailles standards. Hein. Bien entendu, les hybrides, elles vont lutter contre les maladies, les parasites. Mais avec le temps, elles vont dégénérer, ce qui fait que tu ne peux pas prélever les graines. Alors que sur ces tomates nostrales, tu peux... Bon, il faut enlever la tige, ça ne s'enlève pas bien. Et ensuite, avec un petit couteau, tu peux la fendre en deux. Voilà, comme ça. Hop.
Voilà, ça va gouligner le jus là. Voilà. Et là. Waouh! Oh, quel spectacle! Et là, tu vois les petites graines que tu vas prélever, que tu vas mettre au sec et ensuite les conserver à l'abri de l'humidité. Et après, tu vas pouvoir faire les semis pour l'année prochaine. Et tu vois, quand tu presses, il y a les graines qui sortent. Oh, Voilà. ça met l'eau à la bouche. Quelle couleur! Et quelle senteur, ça oui. Mais si je comprends bien, l'été prochain, je viens chez toi manger des tomates. Moi, je vais pas attendre l'été prochain. Hein. Ami charc aux oubli de zouble. Oh, le goût. À l'ancienne. Magnifique. Oh là là. 3 quarts à personne. Oh. Oh oui, à l'ancienne! Quel bonheur, hein? Mais je ne suis pas certaine qu'à l'époque des seigneurs capcorsins, votre incursion dans un de ces jardins privés eût été appréciée. À vrai dire, je pense que vous vous seriez vite retrouvés au pied de l'église, condamnés à quelque terrible supplice. Car en ces temps anciens, le vol d'un seul fruit pouvait vous coûter la vie. Oui, mes amis, ces espaces bucoliques ne sauraient cacher la sinistre réalité de ces rivages d'antan, où chaque jour apportait son lot de dangers, et où la solidarité entre les hommes était seul gage de sécurité. Dès le début du périple barbaresque, les seigneurs capcorsins dotèrent les marines de Tours, afin de surveiller la mer et de prévenir les attaques contre les villages. Ce n'étaient pas les fruits ou les légumes qui intéressaient alors ces bandes armées, mais les gens, surtout les jeunes femmes et les enfants, dont la valeur marchande sur les marchés aux esclaves était élevée. Durant 2 siècles, entre le XVe et le XVIIe siècle, les galères ottomanes sillonnèrent les mers, s'attaquant aux rivages peu défendus. Car bien sûr, il était plus aisé de radier ces côtes insulaires et ces petits hameaux précaires que de s'attaquer aux forteresses des grandes villes portuaires. Livrées à elles-mêmes, ces populations villageoises mettaient leur vie entre les mains des Torrediani, les fameux gardiens de Tours, qui se relayaient à toute heure du jour et de la nuit pour prévenir des attaques. Ils étaient souvent 3 à partager cette terrible responsabilité, payés par les habitants eux-mêmes ou le seigneur qui prélevait des taxes. Et comme on était avare de bras pour entretenir les jardins, on employait plutôt des vieillards comme gardiens de Tours. Les temps ont changé et aujourd'hui, ces petites marines de galets au pied des falaises prennent des allures paradisiaques. À ce propos, savez-vous pourquoi tout ce littoral capcorsin est parsemé de galets et non de sable? À cause de la roche, bien sûr. Le sable naît du granit qui s'érode et se décompose, alors que le schiste se délite en plaquettes, puis en galets érodés par la mer. Ce sont les roches d'ici qui donnent ces couleurs sombres aux plages du nord de l'île. Ces mêmes roches qui habillent les maisons et tout le paysage. La tour de Nonza, toute de schiste bleuté, est l'une des plus célèbres de Corse. À cause de sa couleur, bien sûr, de sa forme singulière, mais aussi de son histoire. Car contrairement à toutes les autres tours littorales, elle n'est pas génoise. Elle fut construite au XVIIIe siècle sous ordre de Pascal Paoli, alors chef de la nation corse indépendante. Pourquoi ? Pour contrarier les flottes génoises qui allaient et venaient du port de Saint-Florent. Armée de canons, elle avait pour mission de tirer sur les navires en contrebas. Car Pascal Paoli rêvait d'imposer un blocus sur les ports génois de l'île. Malheureusement, le destin de la Corse fut tout autre.
En 1768, les Français entrèrent en guerre contre l'armée pauliste, qui connut plusieurs revers sanglants. À Nonza, les troupes corses préférèrent abandonner l'édifice face à une armée bien trop supérieure en nombre. Mais un des soldats, dénommé Casella, refusa de suivre les autres, car il était blessé. Il resta seul dans la tour, réussissant à faire tirer en même temps plusieurs fusils et canons pour faire croire à une présence conséquente. Le général français préféra alors parlementer avec les occupants de la tour, et Casella obtint l'assurance que tous les défenseurs puissent partir libres avec leurs armes. Puis, il sortit seul, bien content d'avoir pu duper les Français. La mer. La mer, c'est l'aventure. C'est la grande aventure. Sans frontières, ni servitude. Ni servitude aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de pirates. Imagine-toi au XVIe siècle. Tu voulais tenter l'aventure maritime, et bien tu avais vite fait de te retrouver au bagne, chez les barbaresques. C'est sûr. Mais bon, il y avait quand même de grands marins, même à cette époque. Parmi les personnages corses, à part Vicente Ludistria à la fin du Moyen-Âge, Sampiro Gursu, Ornane et Pascal Palieu étaient plutôt des montagnards. Enfin, tu oublies Lence, Gaspari, Franceschini. Ah oui. Tous ces hommes, c'était des Cap-Corsins qui étaient de grands marins. Et ils appartenaient aux familles les plus riches de l'île, parce qu'ils contrôlaient le commerce du corail dans toute la Méditerranée. Et en plus, ils donnaient des hommes au roi quand il y avait des conflits armés. Des Corses, de toute façon, il y en avait de partout. Il y en avait dans toutes les cours européennes des États méditerranéens, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie, à Florence notamment, et à Constantinople, ou même à Alger. Et à Alger, il y avait surtout notre célèbre Mami Coursu, qui occupait les fonctions principales de Dey d'Alger à l'époque. C'était une fonction suprême. Et malheureusement, il a été zigouillé parce qu'il avait déplu au sultan de Constantinople. Mami Course. Alors lui, il était originaire de Pino. Eh oui. Et il avait été capturé tout près de son village lorsqu'il était adolescent. Il était très rapidement devenu capitaine de galère. Mais en fait, il s'était autoproclamé Dey d'Alger. C'est pour ça qu'il avait été exécuté. Mais bon, l'histoire a retenu son nom, mais des hommes comme lui, des Corses à Alger, il y en avait des dizaines. Il y avait Hassan Corse, il y avait Ali Corse aussi. Eh oui, figure-toi que ces personnages prenaient le nom de Corso parce qu'ils avaient été capturés sur l'île de Corse. Et à Alger, il ne faut pas oublier l'illustre Morad Bey, Morad Ier, qui s'appelait, lui, Giacomo Santi, et qui avait été élevé enfant sur l'île de Corse, et bien entendu a eu la fonction suprême de devenir Bey d'Alger. Et là, c'est lui, en 1613, qui va fonder une dynastie tunisienne, une dynastie bellicale, qui va durer près d'un demi-siècle. Et bien entendu, il y a eu de nombreux, voire des milliers de Corses qui ont été raptés sur l'île entre le XVIe et XVIIe siècle. Et des renégats, il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient très actifs. Ouais. Bon, après, ça dépendait aussi dans quelle famille tu naissais. Parce que si tu venais d'une famille riche, à ce moment-là, ta famille pouvait te racheter. Alors là, par contre, tu n'allais pas au bagne, ils te gardaient bien en forme parce que tu avais une certaine valeur marchande. Et oui, et souvent, dans les grandes villes comme Tripoli, Tunis, Alger, il y avait des Corses qui étaient très malins. Et là, ils sont devenus de grands négociateurs, puisque c'est eux qui rachetaient les captifs. En fait, ils servaient d'intermédiaires entre le monde chrétien et le monde musulman. Ça, il ne faut pas trop le dire. Il ne faudrait pas oublier le célèbre André Gaspari. Lui, carrément, il a fait toute sa carrière en tant que négociateur. Et c'est lui qui a négocié le rachat du neveu du pape de Pie V. Et avec lui, il y avait à peu près 600 soldats prisonniers. Mais en fait, les Corses étaient très appréciés des musulmans, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est à peu près à cette même période que le roi de France lui-même avait envoyé un Corse, Napoléon Idorque. Il avait envoyé en tant qu'ambassadeur en Syrie, en même temps qu'il avait envoyé à Constantinople le fameux Sampierre. Ouais, et il ne faut pas oublier tous les grands marins qui ont combattu aux côtés des forces chrétiennes, notamment à la célèbre bataille de Lépante en 1571. Mais c'est vrai ça. Comme quoi des Corses, il y en avait partout, tout autour du pourtour méditerranéen. En Italie, en Espagne, au Maghreb. Alors pour un peuple de montagnards... Ouais, mais le Cap Corse n'est pas la Corse. C'est bien plus que cela. Eh oui, Paul, tu l'as dit, le Cap Corse n'est pas la Corse.
Ici, peu de bergers, point de bandits ou de seigneurs belliqueux, juste des marins et des communautés soudées, qui ont fait de ce rocher émergé, aride et inhospitalier, un petit jardin prospère. Assis sur ce promontoire, les yeux plantés sur l'horizon, par-delà les mers, ils ont surtout rêvé en grand, rêvé d'aventure, d'exotisme, de richesse lointaine.